Bonjour à tous et bienvenue dans Initiative Africa, votre fenêtre hebdomadaire sur les richesses qui font vibrer l'Afrique. Cap sur l'Afrique en mouvement avec des histoires riches de créativité et de préservation de l'héritage culturel. Mais avant de plonger dans ces récits inspirants, voici le sommaire de notre émission. Tout de suite, un coup de projecteur sur une initiative exceptionnelle au Maroc, une crèche interculturelle qui transcende les frontières et crée un espace de vivre ensemble unique. Cette initiative a été lancée par Muntaga Diop, fondateur de l'association Kirikou. Notre journaliste Laurent Soustras a eu l'occasion de s'entretenir avec Muntaga Diop pour une interview exclusive. Découvrons ensemble cette aventure extraordinaire. La crèche interculturelle, c'est une crèche qui a été mise en place dans un cadre associatif, l'association interculturelle Kirikou que je préside et que j'ai fondée. Et l'idée, c'était d'accueillir des enfants migrants et des enfants marocains. Direction Kigali pour explorer le monde de la peinture contemporaine en plein essor où chaque toile raconte une histoire, chaque coup de pinceau trace le chemin de la renaissance artistique du Rwanda. Nous sommes très reconnaissants que les Rwandais aient donné à l'art la valeur qu'il mérite et que le Rwanda soit reconnu à l'échelle internationale pour ses meilleurs atouts. Pillé en 1892, de retour à Cotonou en 2021, les 26 œuvres d'art de l'ancien royaume de Dahomey ont retrouvé le Bénin. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette halle ici qui parle des femmes amazones de chez nous. Surtout Tassi Rangbe, qui est en réalité la première femme qui a été sur le cours. Et c'est donc sur la perle de l'Afrique de l'Est que nous vous emmenons à la découverte d'une explosion artistique. Suivez-nous à Kigali où la peinture contemporaine portée par des artistes passionnés comme Pacific Nyonsenga transcende les frontières. Entre galeries vibrantes et initiatives audacieuses plongées dans cet univers créatif où chaque coup de pinceau est une histoire, chaque toile un témoignage. Bienvenue au cœur de l'effervescence artistique rwandaise où la promesse d'un avenir vibrant s'annonce sur chaque toile. Notre journaliste Alexandra Vépierre s'est rendue sur place pour en savoir plus. Regardez. C'est dans le quartier de Kachiru, à Kigali, qu'a ouvert en 2007 la première galerie d'art moderne du pays. 16 ans plus tard, la ville en compte désormais une vingtaine. Musicien, danseur et peintre autodidacte, Pacific Nyonsenga a ouvert sa galerie en 2015, la Nyo Arts Gallery. Cet ancien enfant des rues, adopté par un couple de missionnaires canadiens, reverse 40% des profits de la galerie à son association, la Nyo Foundation, qui vient en aide aux enfants. Aujourd'hui, Nyo Arts Gallery accueille en résidence 17 artistes, principalement du Rwanda, mais aussi d'Afrique de l'Est. En 8 ans, Pacific Nyonsenga a vu l'industrie artistique se développer dans son pays. Je dirais que notre industrie est en pleine croissance. En 2015, nous n'avions rien. Nous n'avions pas vendu autant d'œuvres pour obtenir suffisamment de capital, les matériaux n'étaient pas faciles à trouver. Mais aujourd'hui, nous avons tout et nous nous en sortons très bien. Nous sommes très reconnaissants que les Rwandais aient donné à l'art la valeur qu'il mérite et que le Rwanda soit reconnu à l'échelle internationale pour ses meilleurs atouts. Les touristes viennent nombreux, ce qui nous permet de mieux apprécier notre art. Cela nous motive à créer encore plus. Grâce à la politique touristique du Rwanda et aux réseaux sociaux, de plus en plus de touristes découvrent et achètent les peintures rwandaises. Certains artistes sont aussi invités à exposer dans des galeries à l'international. 65 à 70% de nos clients viennent d'Amérique. Nous avons quelques Européens, quelques Africains et très peu de Rwandais. Il faut également comprendre que l'art n'est pas un besoin fondamental et que les Rwandais essayent généralement de satisfaire d'abord leurs besoins fondamentaux avant de s'intéresser bien après aux loisirs. Si certains artistes percent à l'étranger, peu d'entre eux arrivent à vivre de leur art. Beaucoup d'incompréhension entourent la figure de l'artiste et ces derniers ne reçoivent pas d'aide de l'État. Pour se former, la majorité des artistes apprennent par eux-mêmes et comptent seulement sur la forte entraide du secteur pour améliorer leur technique et comprendre le milieu. Un seul lycée d'art existe aujourd'hui. Situé à Rubavu, à l'ouest du pays, l'école d'art de Nyundo propose des sections d'art graphique et de sculpture céramique.
Mais une fois l'école terminée, beaucoup d'élèves partent à l'international, faute de débouchés. C'est face à ce constat que Kinif Moussi a monté sa propre galerie. Architecte de formation devenu peintre, il a grandi avec 5 frères qui sont tous devenus artistes. Dans la galerie de ses frères, Kinif recevait régulièrement des appels de jeunes artistes souhaitant être exposés. En mars dernier, il a ouvert sa galerie Mads pour aider ces jeunes. Cela a toujours été une question d'échange. La plupart de mes sessions avec eux se déroulent sous forme de discussions, d'échanges, de conversations, du genre « que puis-je faire de plus ?» Cela va de la création à l'exposition, en passant par l'utilisation de plateformes telles que les réseaux sociaux et la mise en relation, sans se contenter de rester ici, mais en allant à la rencontre d'autres galeries pour voir comment elles fonctionnent. Cette solidarité existe aussi du côté des femmes artistes. Quasi absentes des galeries, les artistes rwandaises existent mais pâtissent des stéréotypes de genre. En réaction, l'artiste et curatrice Jemima Kakizi met en avant le travail des femmes à travers des expositions qu'elle monte dans tout le pays. En 2020, elle a cofondé le collectif Rwandan Women Artists qui réunit des dizaines de femmes. Il s'agit d'une plateforme en ligne pour les femmes dans le domaine des arts visuels sur différents supports que nous utilisons pour donner de la visibilité aux femmes. Veillez à ce qu'elles soient visibles, parce que dans les années passées, vous veniez au Rwanda et les gens vous disaient « je ne connais aucune femme artiste ». Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Après le collectif, j'ai réalisé que la visibilité n'était pas un problème, mais que nous ne figurions pas dans les expositions. Cela m'a incité à créer une plateforme en ligne appelée Impundu Art, où nous organisons des expositions pour les femmes artistes à travers le Rwanda. Pour que le travail des femmes existe aussi sur le territoire national, Jemima prévoit de monter sa propre galerie en 2024. L'avenir de l'industrie artistique au Rwanda s'annonce plein de promesses. Plongeons dès à présent dans le monde captivant de notre invité du jour, Muntaga Diop, fondateur visionnaire de l'association Kirikou. À travers son parcours riche et engagé, Muntaga trace un chemin unique dédié à la défense des droits des enfants et des jeunes migrants, laissant une empreinte positive à la croisée de l'éducation, de l'intégration et de la solidarité. Accompagnons-le aujourd'hui pour découvrir les récits fascinants et les initiatives porteuses de changement qui marquent son engagement humanitaire exceptionnel. Regardez. Muntaga Diop, bonjour. Vous avez initié en 2015 au Maroc une initiative très particulière, une crèche interculturelle. De quoi s'agit-il ? Bonjour Madame Soustras, merci pour l'invitation. Oui, la crèche interculturelle, c'est une crèche qui a été mise en place dans un cadre associatif, l'association interculturelle Kirikou que je préside et que j'ai fondée. L'idée, c'était d'accueillir des enfants migrants et des enfants marocains dans un contexte de vivre ensemble et que ces enfants, souvent, leur maman avait la difficulté d'aller travailler sans avoir des moyens pour les scolariser. Comment avez-vous détecté cette nécessité de faire coexister, dès le plus jeune âge, des enfants migrants et des enfants marocains ? Déjà, il y a eu deux volets. Le premier volet consistait en tant que bénévole, que nous étions nous tous, même si j'étais quand même membre fondateur de cette association. On avait une problématique au niveau des bénévoles qui allaient sur le terrain pour essayer d'accompagner ces mères migrantes vers le chemin de l'emploi ou même de la formation, même si ce n'est pas académique, c'est des formations structurelles. Les retours qui me revenaient, c'était que ces femmes voudraient quand même adhérer au plan de formation, mais n'avaient pas où laisser leurs enfants. Et que ces enfants étaient à la merci du soleil souvent, ou du froid, comme le temps qu'il fait, dans les rues de Rabat, que ce soit à Casablanca ou à Nador. Et j'ai eu donc l'idée de voir comment scolariser ces enfants. Au début, c'était très difficile parce qu'il faut passer par des crèches privées. Il n'y a pas de crèches publiques en général au Maroc, à part quelques structures comme l'entraide nationale. Et c'est là où on a mis en place un plan global dans le cadre de l'association et puis qui a coïncidé avec la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été mise en place par le Royaume du Maroc sous les yeux de la vision éclairée de Sa Majesté, qui nous a permis d'ouvrir certaines structures publiques, nous a permis aussi d'avoir des partenariats avec les crèches privées pour mettre en place des scolarisations au cas par cas selon les quartiers où habitent ces mamans-là.
Et ça a commencé comme ça pendant une année. Avec cette expérience, avec le retour positif que nous avions, nous avons décidé, nous aussi, de mettre en place une crèche interculturelle pour nous-mêmes, avec un label Kirikou, et que ces enfants soient scolarisés là-dedans. Le deuxième volet, c'est celui que vous abordez, c'est le volet vivre ensemble. Voilà, au-delà de tout ce qui était préjugé dans ces régions-là, le stéréotype, les discriminations et même voire du racisme souvent, nous avions voulu travailler à bas âge par rapport à ces questions pour essayer de mettre en exergue une synergie des familles marocaines et subsahariennes qui côtoient à bas âge, donc notamment ces enfants. Et ça apportait vraiment des fruits, et qui a permis aussi de prendre en exergue certaines familles marocaines qui ont souvent la même problématique de ces familles qui ont pris la route de l'exil, qui sont dans des quartiers populaires des villes du Maroc, mais qui n'ont pas les moyens aussi de scolariser souvent leurs enfants dans des crèches privées. Donc on a mis en place ces crèches de mixité interculturelle Kirikou, où ils apprennent ensemble l'arabe ensemble, le français ensemble, avec 2 programmes bilingues, français et arabe, avec toutes les valeurs, citoyenneté, égalité, fraternité. Jusqu'à l'âge de 5 ans, ces élèves, ces enfants sont préparés pour aller à l'école fondamentale avec des notions basiques du vivre ensemble et de tolérance. Vous avez parlé d'expériences fructueuses. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience et comment a-t-elle finalement influencé vos activités en France qui ont débuté en 2020 ? Une réponse positive, elle a été unanime. Elle a été unanime au sein même des acteurs de l'association qui étaient sur le terrain parce qu'on a vu des changements considérables par rapport à l'accueil, par rapport à la notion de voir l'autrui et comment aussi ces familles ont pu à un moment donné avoir la considération des us et des coutumes des pays d'accueil. Parce que c'est vrai que aussi la partie nationale doit accepter cette couche de population étrangère qui apporte sa culture riche, mais que ces populations aussi étrangères puissent venir avec tout le respect de tout ce qui se passe sur le territoire du pays d'accueil. On a vu déjà que les familles, même au niveau de la crèche, les femmes marocaines et les femmes subsahariennes avaient un élan de solidarité extraordinaire, où souvent vous voyez des femmes marocaines qui attendent que les enfants qui gardent des enfants subsahariens le temps que leur maman arrive en retard. Et c'est des choses considérables que nous avons vues et qui nous a permis aussi de développer cette idée de vivre ensemble, de travailler cette interculturalité au sein de la population. Comment cette expérience a-t-elle influencé vos activités en France qui ont débuté en 2020 ? Les activités en France, ça coïncidait avec mon retour en France. Moi, j'ai fait mes études à Paris 8. J'ai connu le Maroc via mon stage de mémoire en droit international humanitaire. J'ai vécu presque 7 à 8 ans au Maroc. Je travaillais dans la migration. En 2020, avec la période Covid, et pour des raisons familiales, j'ai décidé de revenir en France. Donc, il y a le contexte déjà personnel, mais aussi il y a le contexte géopolitique et stratégique. Ces jeunes mineurs que nous accompagnons, il ne faut pas oublier que l'association Kirikou à Rabat n'était pas que le volet éducation. On avait la petite enfance, notamment cette crèche interculturelle. On avait l'accompagnement, l'accueil et l'intégration des mineurs isolés, qui est aujourd'hui un phénomène quand même qui prend beaucoup de l'ampleur, et aussi les mères migrantes. Donc à Paris, nous avons pensé mettre en place une nouvelle structure de Kirikou qui allait travailler spécifiquement sur le volet des mineurs isolés. C'est en ce moment qu'on a vu aussi qu'il y a des pays de départ, forcément des pays de transit comme le Maroc et des pays d'accueil comme la France. La plupart, ils aspirent à traverser la Méditerranée et rentrer dans le territoire Schengen. Donc on s'est vu que ces mineurs qui sont là, qui sont dans des zones d'attente, qui sont déboutés souvent de la minorité et qui sont souvent dans une vulnérabilité extrême, nécessitent aussi une attention particulière par rapport à l'accueil, l'accompagnement, l'orientation vers les services dédiés et tout ce qui est procédure administrative et même aussi l'intégration par rapport à un volet RLF, parce qu'on a commencé ça au Maroc avec le rétablissement des liens familiaux. Et c'est de voir que ces jeunes mineurs qui sont formés à l'apprentissage, que puissent un jour retourner dans leur famille d'accueil, parce que nous sommes conscients et vraiment convaincus que la place de ces mineurs réside en famille, leur famille d'origine. C'est pour cela qu'on a mis en place une structure à Paris qui travaille spécifiquement, non dans la crèche, mais qui travaille sur l'accueil et l'orientation des mineurs isolés. Concrètement, comment fonctionne votre association aujourd'hui en France et quels obstacles rencontrez-vous ? Les obstacles, déjà, c'est financier et puis locaux. Nous n'avons pas des locaux souvent, donc nous sommes obligés souvent de louer ou d'être
accueillis dans certains locaux. Nous faisions beaucoup, nos bénévoles font beaucoup de maraudes à la rencontre des mineurs isolés. Nous les orientons vers des services dédiés comme la Croix-Rouge ou France Terre d'Asile. Nous les accompagnons aussi sur leurs procédures de recours, parce que la plupart sont déboutés de la minorité. Et le logement, là récemment, l'été dernier, nous avons intervenu au sein d'une école dans le 16e, où il y avait beaucoup de mineurs qui étaient logés là-bas de façon temporaire. Nous avons aussi fait des collectes pour des habits pour eux. Nous les orientons aussi vers des associations qui peuvent leur permettre d'avoir en tout cas un toit éphémère, des logements d'urgence. Et nous essayons aussi de les mettre en place vers des projets de vie, avec l'apprentissage et tout ce qui est formation comme mécanique ou tout ce qui est dans la restauration, pour que ces jeunes puissent quand même avoir à entamer un chemin qui mène vers l'insertion socio-professionnelle. En même temps, nous ouvrons un volet RLF, le rétablissement des liens familiaux, de remettre en niveau aussi la relation familiale, même s'il y a le problème de l'altérité, pour que ces jeunes puissent être en contact avec leur famille dans les pays d'origine, de garder le contact, voir ceux qui veulent revenir en Afrique après une formation qui peut être financée par le contribuable, ou en tout cas ces jeunes qui veulent rester ici, mais accompagnés par des associations comme Kirikou, mais qui restent en contact avec leur famille d'origine. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Le retour au pays de 26 reliques issues du palais royal d'Abomey et restituées par la France au Bénin en 2021 a donné lieu à l'exposition publique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui au palais présidentiel de Cotonou. Notre correspondant Didier Assogba avait suivi cette rencontre exceptionnelle entre les Béninois et leur patrimoine ancestral, alors que la question de la restitution des œuvres d'art africaines pillées et actuellement à l'étranger se pose dans de nombreux pays du continent. Regardez. La salle des fêtes du palais présidentiel du Bénin transformée en musée. C'est ici que sont exposés au public les 26 biens culturels restitués par la France au Bénin en novembre 2021. Les objets sont exposés dans de belles vitrines. On y découvre le Bochio et le majestueux trône du roi Guézo. Quand on voit les objets curieusement liés au roi Guézo, le trône et le totem représentent les objets les plus impressionnants. Et les totems royaux, c'était vraiment des objets quasiment de culte importants dans, je dirais, la pratique de guerre. À Saint ou à Saint, comme on l'a un peu francisé, ce sont des objets, je dirais, du mobilier cérémoniel et funéraire. Et ce mobilier funéraire, qu'on appelle aussi hôtel portatif, est fabriqué après les cérémonies, les funérailles du roi ou de quelqu'un des membres de la famille, parce que les familles le font aussi. Mais ici, on est en présence des saints royaux. À travers cette exposition, le Bénin entend se réapproprier son histoire. Mais il ne s'agit pas d'une visite de musée tout à fait classique. En effet, l'Africain a un rapport particulier, beaucoup plus cultuel, avec ses œuvres d'art. C'est beaucoup plus le côté rituel et qui le lie à l'objet. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Mes étudiants, il y a 2 ans, travaillaient à Abomey pour déplacer les collections du musée d'Abomey. Et ils travaillaient donc sur les collections qui sont au musée du roi Benzin, de Dahomey. Et ils déplaçaient donc une gravure du roi Benzin. Et donc ils l'ont tenue en main. Quand ils ont vu que le temps de traverser la cour des Amazones pour aller vers le palais du roi Guézo, qu'il y avait plein de gens qui passaient et qui s'arrêtaient, qui se prosternaient devant l'objet qu'ils avaient en main. C'était en fait la réincarnation de leur roi qu'ils avaient en main. Je suis venu de Kandi pour visiter les objets. Donc, Kandi, c'est à 655 km de Cotonou. Donc, on a commencé par les 26 œuvres
L'autre côté, pour les 26 œuvres, c'est l'œuvre concernant la statuette du requin. Tu vois, le condo au Bénin. Donc ça m'a beaucoup enchanté. C'est vrai que de loin, on voit que l'œuvre est un peu fragile parce que c'est fendu à des endroits donnés. Mais ça reflète aussi ce que l'intéressé a été par le passé. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette halle ici qui parle des femmes amazones de chez nous. Surtout Tassi Rangbe, qui est en réalité la première femme qui a été sur le trône. Cette expérience muséale fait du Bénin un espoir pour toute l'Afrique. Le pays est déjà un cas d'école pour les nations africaines confrontées à la délicate question de la restitution des œuvres d'art exportées et souvent exposées hors du continent. 6 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali et Madagascar ont déjà soumis des demandes de restitution. Beaucoup de pays africains, à tort, sont hésitants parce qu'ils disent « nous ne sommes pas prêts ». On n'a pas forcément les infrastructures muséales, on n'est pas prêt. Et moi, je dois dire que je suis assez ennuyé, pour ne pas dire plus, par ces propos. Il faut distinguer 2 concepts qui sont le retour et la restitution. Le retour, c'est l'acte physique, c'est quand l'objet part du point A pour arriver au point B. La restitution, c'est l'acte légal, c'est quand l'objet change de propriétaire. Mais on peut avoir une restitution sans retour. Par exemple, je dis n'importe quoi, si le Tchad n'est pas prêt. Mais je dis, vous n'êtes pas prêt pour le retour, mais vous êtes prêt pour la restitution. De retour avec Muntaga Diop pour la suite de notre interview. Après avoir exploré son engagement en faveur des droits des enfants, nous plongeons maintenant au cœur des récits des jeunes confrontés à la migration. Muntaga Diop partage son regard profond sur les causes sous-jacentes de cette réalité délicate. Restez à l'écoute alors que nous continuons cette discussion importante. Ces jeunes que vous connaissez bien, comment se sont-ils retrouvés dans cette situation de devenir des mineurs migrants isolés? Sont-ils partis tout seuls? Que s'est-il passé? Je pense que la plupart des récits que nous recevons, que ceux qui passent, en tout cas d'Agadez à Tamanrasset, le scénario est clair, c'est des jeunes qui partent par mimétisme. Souvent, c'est des jeunes qui sont dans le village, qui sont partis en Europe, qui ont réussi, peut-être qu'ils reviennent avec des clichés qui sont un peu différents. Il y a aussi l'échec des écoles publiques en Afrique, l'échec des politiques publiques, ce que j'en parle tout le temps lors de mes interviews, la déperdition scolaire, l'abandon, la protection de l'enfance, aujourd'hui, elle est abandonnée en Afrique, ce qui fait que ces jeunes sont dans l'errance, dans la vulnérabilité, dans le trafic, et ils prennent la route de la mort. Une route qu'ils appellent espoir, mais comme nous le savons tous, c'est une route où il y a beaucoup de problèmes, d'embûches, de problématiques d'exploitation, et la plupart d'ailleurs restent dans la Méditerranée. Donc je pense que la problématique est liée déjà en amont, au pays de départ, l'échec des politiques publiques, l'échec de l'école avec la déperdition scolaire, et aussi le problème de la parentalité. Les familles aujourd'hui, on n'arrive plus avec l'échec de l'État, n'arrive plus à garder ses enfants, qui par mimétisme prennent tous la route de la mort. Arrivé en Europe, on n'a une seule solution, c'est essayer de mettre en place un accès humanitaire pour que ces jeunes, quand même, au-delà de la vulnérabilité, puissent avoir un toit, puissent peut-être reprendre le chemin de l'école, puissent avoir de l'espoir pour un projet de vie qualifiant qui peuvent leur permettre aujourd'hui de retrouver le chemin de l'espoir. Vous avez ouvert en 2018 une antenne au Sénégal. Son travail est très différent en nature de vos programmes antérieurs. Tout à fait. En 2018, nous avons décidé de mettre en place, lors d'un voyage au Sénégal, j'ai décidé de mettre en place la structure de Kirikou avec une rencontre que j'ai eue avec des élus locaux. L'idée, c'était de travailler en amont, les causes, parce que je suis convaincu, autant on parle au Maroc, autant on parle en France de la situation des migrants, des mineurs, il fallait à un moment donné réfléchir sur les raisons qui poussent ces jeunes à partir, à prendre la route de la mort. Donc quand j'ai abordé ces questions avec les élus, j'ai pensé nécessaire de mettre en place une structure à Dakar, avec des amis et des bénévoles qui étaient engagés pour essayer de réfléchir vraiment avec un laboratoire de réflexion pour voir qu'est-ce qui pousse, même si les raisons sont connues, qu'est-ce qui pousse précisément ces jeunes à partir. Et nous avons pensé mettre en place cette structure à Dakar. Donc l'idée, c'était déjà de mettre en place des crèches aussi dans le rural urbain, pour aider nos
nos femmes qui sont dans le rural, qui se battent dans le maraîchage, dans l'agriculture, pour qu'ils puissent mettre à l'abri leurs enfants et aller travailler, mais aussi mettre en place des projets de vie dans les villages, dans le rural, dans les villes, le rural urbain, des formations structurelles pour ces jeunes, pour qu'ils restent, pour qu'on les fixe, pour qu'ils ne pensent pas tous à partir, et que ceux qui ont échoué un peu à l'école puissent reprendre si vous voulez, des classes de remise à niveau avec des formations qualifiantes pour essayer d'avoir un travail décent sur le terrain, avec l'appui de ces élus locaux. Donc nous avons signé des conventions avec certaines mairies au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, l'équipe Sénégal aussi est mobilisée sur le terrain pour essayer de sensibiliser contre le départ de ces jeunes, de sensibiliser les élus locaux et politiques, de mettre en place des projets, de financer des projets pour ces jeunes, pour ces femmes, pour qu'au moins ça peut diminuer cet impact d'immigration massive. Selon votre expérience, est-ce que ces programmes de sensibilisation, ça peut contribuer à freiner les migrations clandestines? Je pense que ça peut contribuer à réguler. Ça peut contribuer à réguler de façon régulière, parce que nous nous décrivons tous des citoyens du monde. Nous ne disons pas aux hommes et femmes de ma génération de ne pas voyager, de ne pas avoir le désir de changer, de ne pas avoir le désir de faire des Erasmus à Berlin ou à Paris. C'est un droit et c'est un désir pour tout homme ou jeune femme aujourd'hui en Afrique, de Bujumbura à Dakar. Tous ces jeunes ont rêvé de partir, de voyager, de changer, de rencontrer des populations, de rencontrer d'autres cultures. Donc c'est un idéal même universel. Mais voilà, nous sommes attentifs au fait que ces départs soient régulés. Alors justement, comment favoriser ces flux sud-nord, sud-sud et peut-être bientôt nord-sud? Est-ce une question d'éducation? Il y a cette partie, parce que déjà il faudrait qu'il y ait des formations adéquates qui permettent à certains pays comme la France ou l'Italie ou le Canada qui accueillent de nouveaux talents. Ces jeunes que nous voyons ici même en France sont des jeunes qui sont remplis de talents, il y a des charpentiers, des menuisiers, des mécaniciens qui ont beaucoup de talent dans leur vécu. Et nous pensions que l'éducation, il y en a. Aujourd'hui, il y a de grandes écoles en Afrique. Je pense que c'est au niveau des politiques publiques, au niveau des politiques, c'est un niveau beaucoup plus poussé que l'éducation. Je pense que c'est géostratégique et géopolitique. Il faut que les États qui accueillent puissent peut-être avoir une vision beaucoup plus humaniste, une vision beaucoup plus large pour essayer de voir dans quel cadre on peut recevoir certains étudiants en Erasmus, dans quel cadre on peut faire venir un jeune de Bujumbura ou un jeune d'Addis Abeba de venir faire un stage en France, de trouver une opportunité de travailler ici, d'avoir des compétences, d'échanger aussi ces compétences qu'ils ramènent, avoir des qualités, de rencontrer des gens. Je pense que le monde doit aujourd'hui évoluer sur ça. Malheureusement, les politiques ne le permettent pas aujourd'hui. On voit beaucoup de politiques qui font peur, beaucoup de chiffres qui sont donnés pour essayer de décourager un peu. Mais je pense que ça doit se faire bouger un peu sur le côté politique. Mountaga Diop, merci beaucoup. C'est moi. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Mountaga Diop ainsi que nos émissions sur notre site africaonline.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.